Et déjà, bienvenue de la part de tous les intervenants et co-organisateurs de ce webinaire. Je suis Solène Piriou de la Dreal Bretagne. Et donc, l'objectif du webinaire aujourd'hui, c'est vous donner toutes les infos et aussi le temps pour échanger autour du dispositif éco-énergie tertiaire, le fameux décret tertiaire. Voilà, du coup, avant de commencer, un peu quelques consignes qui valent pour à peu près tous les webinaires auxquels on assiste ces temps-ci. Il faudrait penser à bien éteindre vos micros parce que vous avez la possibilité de les allumer, mais en fait, pour ceux qui laissent des micros ouverts, ça génère quasiment toujours des bruits parasites, ce qui est assez déconcentrant pour les gens qui interviennent et qui peut être un peu gênant pour ceux qui écoutent. Donc voilà, s'il vous plaît, pensez bien à éteindre vos micros. Par contre, l'intérêt du webinaire d'aujourd'hui aussi, c'est qu'on puisse répondre à vos questions et qu'on puisse voir vos remarques. Du coup, n'hésitez surtout pas à utiliser le chat pour faire ça. Vous avez la possibilité d'écrire des messages et il y a pas mal de gens qui seront en train de lire le chat pendant la présentation pour relayer les questions ou y répondre en direct. Donc, vous pouvez l'utiliser sans vous censurer. Voilà, ensuite, la visio d'aujourd'hui est enregistrée. La DDTM 22 vous enverra les liens vers le replay et vers les supports qu'on va utiliser aujourd'hui. Donc, pas de souci pour ça. Si vous avez des passages que vous voulez revoir ou si vous voulez, si vous connaissez des gens qui étaient intéressés mais qui ne pouvaient pas être là aujourd'hui, il y aura de quoi rattraper la séance. Et enfin, voilà, on a prévu. Oui, d'accord, mais écoute les anciens, les garçons. Merci. Voilà, on a prévu de faire ce temps d'échange sur 2 heures à peu près. Vous allez voir, c'est assez dense. Mais on va essayer de tenir les 2 heures parce qu'après, c'est un peu long quand même pour un webinaire. Donc voilà, on va pouvoir se lancer. Le programme pour aujourd'hui, ça va être de commencer par une présentation du dispositif éco-énergie tertiaire, histoire d'être sûr qu'on part tous sur de bonnes bases pour la suite du webinaire, que je vais co-présenter avec les collègues de la DDTM des Côtes d'Armor. Ensuite, le CEREMA vous fera une présentation sur la démarche qu'on peut mettre en place pour répondre aux obligations du décret tertiaire. Puis viendra une présentation de la Banque des territoires sur leur offre de financement à destination des collectivités. Ensuite, on aura un retour d'expérience de la ville de Saint-Brieuc sur une démarche similaire qu'ils ont mis en place. Et enfin, on va se séparer en sous-groupes en fonction du territoire où vous êtes pour que vous ayez une présentation la plus personnalisée possible de l'accompagnement qui vous est proposé par les acteurs de votre territoire. Et puis, on reviendra à 16h30 en salle entière pour la conclusion et le mot de la fin. Donc, allons-y, c'est parti. Le dispositif éco-énergie tertiaire. Alors, en introduction, on voulait faire dire quelques lignes sur pourquoi est-ce qu'on en est venu à une obligation pour les bâtiments tertiaires. En fait, tout vient de l'objectif que s'est donné la France d'être un pays neutre en carbone à l'horizon 2050. Pour faire ça, tous les secteurs d'activité, surtout ceux qui polluent le plus, se sont donné des objectifs propres. Et pour le secteur du bâtiment, il s'agit du plan de rénovation énergétique des bâtiments qui date de 2018 et qui contient notamment des objectifs pour massifier la rénovation énergétique de l'habitat, mais il y a aussi des objectifs propres au secteur tertiaire. Alors, ces objectifs, ils viennent surtout du fait que le secteur du bâtiment et le secteur tertiaire sont des secteurs clés pour cette transition. Les
les bâtiments résidentiels et tertiaires, ça compte 46% de la consommation énergétique en France, un quart de nos émissions de gaz à effet de serre. Et parmi le secteur du bâtiment, le secteur tertiaire, c'est plus de 1000 millions de mètres carrés. Et c'est plus d'un tiers de la consommation énergétique des bâtiments. Donc, c'était largement justifié d'avoir un objectif propre au secteur tertiaire, qui du coup se traduit en France par cet objectif qui se traduit du coup dans la loi Elan par un objectif de diminution de la consommation énergétique du parc tertiaire par palier jusqu'à moins 60% en 2050. Suite à la loi de novembre 2018, est apparu un décret qui venait préciser les conditions d'atteinte de ces objectifs. C'est le fameux décret tertiaire de 2019. Et en fait, ce dispositif, il est toujours en dynamique. Je vais essayer de relire déjà le truc, puis on en parle demain. De toute façon, il nous faut... S'il vous plaît, ouais. Merci. Et du coup, on a plusieurs arrêtés qui sont venus compléter la loi sur le sujet parce qu'il y avait besoin de précision et parce que les équipes du ministère en fait, sont toujours en train de travailler pour préciser ce dispositif le plus possible. On a d'ailleurs un arrêté qui est en cours de concertation et qui devrait paraître dans les prochains jours ou prochaines semaines sur le sujet. Donc maintenant qu'on sait pourquoi et qu'on est tous convaincus de l'intérêt de rénover nos bâtiments tertiaires, il est temps de se demander quels sont les bâtiments qui sont concernés par le dispositif éco-énergie tertiaire. Donc, les bâtiments qui sont concernés par cette obligation, c'est d'abord les bâtiments qui ont des activités tertiaires. Alors, comment est-ce qu'on définit une activité tertiaire? Officiellement, la définition, c'est une activité tertiaire, c'est une activité qui n'est ni primaire ni secondaire. Donc, on ne parle pas ni d'exploitation des ressources naturelles, ni de transformation de ces ressources naturelles. En fait, le secteur tertiaire, c'est vraiment très large. Vous avez des activités marchandes comme le commerce, les transports, les activités financières, les services rendus aux entreprises ou aux personnes, l'hébergement, la restauration, l'immobilier, l'information communication, etc., etc. Et il y a aussi du tertiaire non marchand, les administrations publiques, l'enseignement, la santé humaine, l'action sociale, etc., etc. L'associatif, c'est vraiment très large. Pardon Solène, il est demandé dans le chat si tu pouvais parler un tout petit peu plus fort parce que tout le monde n'entend pas très bien. Pardon, merci. Ok, du coup, parmi les bâtiments tertiaires, on a mis un seuil en mètres carrés pour ne cibler en fait que les plus gros bâtiments tertiaires, notamment parce que les plus gros bâtiments tertiaires, ce sont ceux qui ont le plus gros potentiel en fait de gain d'économie d'énergie. Et également, c'est ceux qui ont le plus de possibilités en termes d'ingénierie pour faire des efforts sur leur consommation énergétique. Jusqu'ici, on parlait des bâtiments qui étaient existants au 24 novembre 2018, ce qui devrait changer avec la loi climat et résilience qui est en ce moment en train d'être revue au Sénat. Et on devrait passer à tous les bâtiments existants, donc tous les bâtiments livrés seraient soumis au dispositif éco-énergie tertiaire. Il y a 3 possibilités pour un bâtiment de rentrer dans le dispositif. La première, c'est si on est dans un bâtiment qui fait plus de 1000 m² et où les activités à l'intérieur sont uniquement du tertiaire. À ce moment-là, le bâtiment rentre dans le dispositif. Si on est dans un grand bâtiment qui héberge des activités primaires, secondaires et tertiaires, à ce moment-là, on rentre dans le dispositif si le cumul des surfaces allouées au tertiaire dépasse les 1000 m². À ce moment-là, les surfaces allouées au tertiaire entreront dans le dispositif. Enfin, la troisième possibilité, c'est lorsqu'il y a plusieurs bâtiments sur la même unité foncière ou sur le même site et que quand on fait la somme de toutes les surfaces allouées au tertiaire sur ce site,
on dépasse les 1000 mètres carrés, à ce moment-là, les surfaces allouées tertiaires rentrent dans le dispositif. Pour vous donner une idée de ce que ça peut être, ça peut, ça va concerner par exemple les centres commerciaux, les hôpitaux où il y a plusieurs bâtiments sur la même parcelle, les grands sites industriels, ce genre de choses. Comme toutes les lois finalement, il y a des exemptions. Pour le décret tertiaire, elles sont vraiment rares. Les exemptions, ça va être les constructions provisoires, ça va être les lieux de culte et tout ce qui est un rapport avec la sécurité civile et la sûreté intérieure. Tous les autres bâtiments sont concernés sans exception. Il y aura bien sûr des possibilités de moduler vos objectifs si vous avez des contraintes techniques, architecturales, etc. Mais on vous en parlera plus tard. Donc voilà, maintenant qu'on a vu qui est concerné et pourquoi, je vais laisser ma collègue de la DDTM vous présenter qu'est-ce qu'on fait. Oui, bonjour à tous. Merci Solène de me passer le relais. Je vais partager le diaporama. Je ne sais pas si le diaporama est partagé. C'est bon. C'est bon. Est-ce qu'il est en plein écran? Non. Non. Je vais ici. Voilà. Donc, je me présente. Je suis Christine Leroux. Je suis chargée d'études performance énergétique à l'unité climat-énergie de la DDTM des Côtes-d'Armor. Voilà, je vais vous présenter les principes du dispositif succinctement. Alors, comme on a parlé, pour atteindre les objectifs, il y a possibilité de voir deux orientations, soit de réduire progressivement la consommation énergétique du bâtiment par rapport à une année de référence, et cette année de référence ne sera pas antérieure à 2010. Cette année de référence sera mesurée en énergie finale, tout usage confondu, et elle correspondra à la consommation disponible sur la facture. Donc ça, c'est la première orientation. La deuxième orientation, ça va être le choix d'une consommation d'énergie seuil qui sera définie en fonction de la catégorie du bâtiment. Donc c'est une valeur absolue qui est fixée en fonction de la catégorie du bâtiment et des meilleures techniques disponibles et qui sont définies par arrêté. Il s'agit d'avoir une approche la plus pragmatique et simplifiée possible sur la base des consommations réelles. Pour illustrer ce propos, donc, on peut voir que, à titre de comparaison, sur des locaux assujettis de la même catégorie, on va pouvoir réagir de manière différente. Ça va dépendre un petit peu du local. Si déjà dès le départ il est peu performant, on va plutôt s'orienter de manière préférentielle vers la valeur relative. Si dans le cas numéro 2, on a un local assujetti qui est déjà performant à la base, la valeur absolue donc sera plus opportune pour atteindre les objectifs. L'idée étant à terme de converger vers les mêmes niveaux d'économie d'énergie à proprement parler. Les leviers d'action disponibles donc sont multiples. Donc, on va d'abord agir pour bien faire. Donc, c'est la performance énergétique du bâtiment à proprement parler. Donc, intervenir sur l'enveloppe du bâtiment, améliorer son isolation dans son ensemble. Ça va passer aussi par l'installation d'équipements performants qui seront accompagnés de dispositifs de contrôle et de gestion active de ces équipements. Donc, c'est vrai que c'est une réflexion qui comporte des investissements lourds, mais on peut aussi agir sur déjà les modalités d'exploitation des équipements à proprement parler aussi, par le biais d'améliorer la programmation, d'optimiser déjà les équipements qui sont en place. L'adaptation des locaux à un usage économe d'énergie pourrait passer aussi par augmenter les taux d'occupation des bâtiments, essayer de regrouper les personnes donc par rapport à une réduction un peu du nombre de bâtiments occupés. Donc une réflexion patrimoniale sur l'usage des locaux à proprement parler. Et enfin, le comportement des occupants.
Donc, par rapport peut-être à de l'animation, de la pédagogie, et également, pourquoi pas aussi, des chartes d'usage des locaux. Donc, pour en revenir, c'est vrai que ces 2-3 derniers points permettent peut-être, avec des moindres investissements, de pouvoir faire des gains rapides. Donc, c'est un peu tout ce qui est modalité d'exploitation, adaptation des locaux et le comportement des occupants. Déjà, une première partie d'aborder les gains énergétiques de manière avec un temps de retour qui est quand même relativement court. Suivant le contexte, il y a des possibilités de modulation des objectifs. Les modulations peuvent se faire sur la base de contraintes techniques, architecturales ou patrimoniales. Par contre, cette modulation donc, fera l'objet d'un dossier technique qui donc permettra de justifier cette possibilité de modulation. Elle pourra aussi s'appuyer sur le changement d'activité ou l'évolution du volume d'activité, où là, par renseignement des indicateurs sur la plateforme Opérate, que l'on verra tout à l'heure, cette modulation se fera de manière automatique. La possibilité de moduler par rapport à la disproportion économique, donc ça sera à l'appui d'un dossier technique également. Donc, ce dossier ou ces modulations seront à déclarer 5 ans maximum après la première échéance de remontée de consommation. Donc, ça veut dire au plus tard, au 30 septembre 2026. Pour réaliser ce suivi, il y a une plateforme donc, de suivi de mobilisation de la filière qui a été mise en place. C'est la plateforme Opérate, donc, qui est développée par l'ADEME. Donc, Opérate, c'est l'acronyme de Observatoire de la performance énergétique de la rénovation des actions du tertiaire. Elle a plusieurs vocations. Déjà, donc, de renseigner les données, de pouvoir vérifier aussi l'atteinte des objectifs et également de faire une mise en valeur et une communication des données. Donc, il s'agira de faire des remontées annuelles des consommations par les assujettis, donc qui sont soit les propriétaires ou soit les occupants. Donc, on a toujours cette obligation, tout assujetti doit renseigner la plateforme avant le 30 septembre 2021, donc la date butoir que l'on a cette année. Et donc, quelles sont les obligations de base? Donc, la complétude et la transmission des données avec les objectifs dans la base Opérate, donc par bâtiment, unité foncière ou site, suivant comment est défini l'assujettissement. Donc, il est fait soit par le propriétaire ou le preneur à bail. Il y a possibilité de mandater son propriétaire, son locataire ou son gestionnaire ou tout autre prestataire mandaté pour pouvoir le faire. Donc, le mandat sera déclaré sur la plateforme Opérate. Donc, pour rappel, le délai pour le 30 septembre 2021 pour l'inscription sur la plateforme. Le 30 septembre 2022, donc, il y aura le choix de la consommation énergétique de référence qui sera fixée sur Opérate. Et enfin, chaque année, donc, il y aura les consommations énergétiques de manière récurrente à renseigner sur la plateforme. Donc, il y aura un dispositif de contrôle et de sanction par le biais de publications de type name on chain. Il va y avoir des amendes administratives également. Et les plans d'action seront aussi à justifier en fonction un petit peu des situations suivant. Voilà. Alors, un petit point sur la plateforme Opérate qui est en cours de développement avec l'ADEME vis-à-vis des échéances des fonctionnalités de la plateforme. Donc, actuellement, est accessible la foire aux questions. Il est possible de créer des comptes et de se faire attribuer des droits pour pouvoir rentrer les données. En mois de mai, donc, la saisie des données administratives et des éléments du bâtiment vont être possibles. La livraison est prévue au fin juin pour la saisie des données des consommations qui pourront se faire de manière manuelle ou via un fichier .csv dont une matrice sera communiquée. Au mois de septembre, l'import des données de consommation via Enedis et GRDF pourra se faire par une application de transmission de données via API.
Et enfin, en décembre, donc après les calculs des objectifs, la saisie des données de référence et gestion de plan d'action pourront être, ce sera opérationnel pour que ça puisse être fait sur la plateforme. À terme, donc, l'édition des attestations numériques annuelles et puis certaines restitutions de données pour permettre de voir aussi les efforts accomplis, pouvoir afficher auprès justement du public, des occupants ou des occupants du bâtiment, qui pourra valoriser aussi la vente et la location du bâtiment. Donc, le diaporama propose des pistes de financement pour les collectivités et les secteurs privés. Donc, comme le diaporama sera mis en ligne sur le site de la préfecture, donc voilà, vous pourrez avoir accès à différents liens. De même pour les ressources, on a mis à disposition les références réglementaires. Et puis, tous les accès aussi aux différents outils qui seront disponibles sur la plateforme Opérate, et notamment le guide d'accompagnement qui sera bientôt apparaître, dont a parlé Solène auparavant. Et enfin, les contacts, notamment pour poser des questions particulières sur la plateforme Opérate. Et s'il y a certaines questions dont la foire aux questions ne peut pas répondre, il est toujours possible de se retourner vers les services déconcentrés, donc la DTM et l'Adréal. Voilà pour la présentation. Je vais passer le relais à Solène. Ouais, merci Christine. Oui, j'insiste sur le fait que la foire aux questions sur la plateforme Opéra est déjà disponible, elle est très riche. Il est tout à fait possible que les questions que vous posez ou que vous poserez par la suite soient déjà répondues sur cette foire aux questions. Donc, n'hésitez pas à y faire un tour. Ça doit être le premier réflexe. Pour continuer, j'ai vu qu'il y avait quelques questions déjà, mais je vous propose d'enchaîner sur la présentation du CEREMA qui devrait répondre à certaines d'entre elles. Et après, on s'est prévu 10 minutes, un quart d'heure pour répondre aux questions. Constance, je te laisse la main. Bonjour à tous, donc Constance Lancel du CEREMA. L'idée, c'est de venir un petit peu compléter la présentation qui vient de vous être faite par l'ADREAL et la DDTM pour vous apporter un peu des billes concrètes de comment est-ce qu'il est possible de s'organiser autour de ce dispositif éco-énergie tertiaire afin d'atteindre les résultats. Donc, le CEREMA, juste rapidement, c'est le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement. Donc, c'est un établissement public à caractère administratif qui a été créé en 2014. Et nous sommes un centre de ressources et de référence pour les missions pour lesquelles l'objectif est de répondre aux grands enjeux sociétaux du développement durable, de la gestion des territoires et des villes. Donc, au CEREMA, on va traiter de différents sujets, tout ce qui est ingénierie territoriale, infrastructure, ouvrage d'art, mobilité, etc., dont le bâtiment et en particulier la partie performance du bâtiment, donc que ce soit performance énergétique, environnementale, confort, usage, etc., et aussi gestion du patrimoine. Donc, pour revenir sur le dispositif éco-énergie tertiaire, une question qui revient assez régulièrement, c'est qui est soumis, alors pas quels sont les bâtiments, Solène l'a précisé tout à l'heure, mais quelles sont les personnes ou les entités en tout cas qui sont soumises, assujetties à ce dispositif. Il est bien précisé dans les documents que ce sont aussi bien les propriétaires que les preneurs à bail qui sont soumis à l'obligation de réduction des consommations. Ils doivent définir ensemble les actions qui devront être mises en œuvre et définir ensemble qui a l'obligation de faire quoi sur ces actions. Les textes ne définissent pas quelles sont les actions qui impactent le propriétaire et quelles sont les actions qui impactent les preneurs à bail. C'est vraiment une discussion entre propriétaires et preneurs à bail qui doit s'établir afin que chacun définisse vraiment les actions que chacun devra réaliser. Ça peut être par exemple l'occasion de revoir un bail et de préciser à l'intérieur de ce bail, d'ajouter un paragraphe éco-énergie tertiaire sur qui devra faire quoi. Cela étant dit, au CEREMA, nous avons imaginé une démarche
décomposé en 3 thématiques, agir, adapter et attester, qui peut vous accompagner dans votre démarche complète pour atteindre les objectifs du dispositif éco-énergie tertiaire. Je vais vous présenter donc un peu quelles sont les différentes étapes qu'on a imaginées, comment elles s'agencent les unes aux autres, et puis essayer au fur et à mesure voilà, de répondre à certaines de vos questions. Évidemment, la toute première étape qu'il y a à faire pour chacun des gestionnaires, ça va être vraiment d'identifier le patrimoine tertiaire de plus de 1000 m² et de le classer par catégorie d'activité. Donc finalement, de connaître son patrimoine assujetti à la démarche éco-énergie tertiaire. Une fois que les bâtiments ou les entités fonctionnelles qui sont assujetties sont définies, l'objectif va être de rechercher les anciennes factures d'énergie parce que, comme on l'a expliqué, le dispositif va se baser sur des factures et sur une année de référence. Donc, ces factures sont recherchées et elles permettent d'identifier ce qu'on va appeler la consommation de référence et qui va pouvoir être saisie sur Opera. Donc, la consommation de référence est la consommation d'une année complète supérieure à 2010, donc comprise entre 2010 et 2019. À défaut, si vous ne saisissez qu'une seule année sur Opera, c'est cette année-là qui sera utilisée. Vous pouvez en saisir plusieurs et choisir celle que vous choisirez comme année de référence. Une fois que cela a été fait, il va falloir déclarer sur la plateforme Opera tous les bâtiments qui sont assujettis au dispositif. La première étape va être de créer un compte, création de compte qui peut être délégué grâce à un mandat, de venir saisir les caractéristiques des bâtiments, les activités exercées, etc., etc. Donc pour cela, on l'a vu tout à l'heure, la plateforme Opera vous permettra de le faire au fur et à mesure. La première étape qui peut être faite dès aujourd'hui, c'est la création du compte. Il va falloir, pour atteindre les objectifs, préparer un plan d'action. Un plan d'action pour atteindre la diminution des consommations d'énergie imposées par le dispositif. Pour cela, il va falloir créer une équipe qui sera en charge de la création et de la mise en œuvre de ce plan d'action, par exemple en définissant un responsable sur le site de ce dispositif, recueillir l'ensemble des caractéristiques et identifier, pourquoi pas, des besoins de sous-comptage qui pourront vous être utiles pour mieux comprendre les consommations à l'intérieur de vos bâtiments. Le sous-comptage, il peut être mis en œuvre quand, par exemple, votre bâtiment a différents usages, que vous avez une partie tertiaire, mais aussi une partie primaire, par exemple, ou alors pour mieux comprendre les consommations, par exemple, que vous avez entre la production de chauffage et votre consommation électrique, si votre chauffage n'est pas électrique, et si votre chauffage est électrique, je veux dire. Ensuite, il va falloir commencer à réfléchir aux objectifs que vous souhaitez atteindre. Il y a 2 types d'objectifs, donc les objectifs en valeur relative et les objectifs en valeur absolue. Concrètement, la plateforme Opera vous calculera, en fonction de votre année de référence et de votre type de bâtiment, ces 2 objectifs. Et elle vous dira année par année si vous atteignez l'un des 2. L'objectif pour les bâtiments qui sont assujettis, ça va être d'atteindre soit la valeur relative, soit la valeur absolue. Donc, en fait, ce n'est pas réellement vous qui choisissez votre objectif, mais quand même, pour préparer votre plan d'action, il faut quand même que vous vous disiez, je vais plutôt tenter l'objectif en valeur relative ou plutôt l'objectif en valeur absolue. Donc, ça, c'est une première chose, une des choses à laquelle il faut réfléchir. Et ensuite, il va falloir élaborer et mettre en œuvre un plan d'action éco-énergie tertiaire qui va vous permettre d'atteindre ces fameux objectifs. Les objectifs, vous les aurez quand vous aurez aussi saisi votre année de référence. Vous aurez les 2 valeurs. Vous pourrez comme ça voir laquelle vous semble la plus facilement atteignable. Le plan d'action, vous le créez et il va permettre de mettre en œuvre un certain nombre d'actions. Donc, les objectifs, je le rappelle, en valeur relative, l'objectif, c'est d'atteindre moins 40, moins 50 ou moins 60% par rapport à la consommation de référence. Les objectifs sont basés sur la consommation issue de vos factures.
l'objectif en valeur absolue, c'est d'atteindre une valeur qui est fixée à l'intérieur des arrêtés. Donc là, par exemple, on a le modèle de valeur absolue pour des bureaux tableau qui a été présenté dans l'arrêté modificatif de ce début d'année. Donc, on voit que la valeur absolue, elle est découpée en 2 éléments. Une composante CVC, qui vous donne la consommation pour tout ce qui est chauffage, ventilation, climatisation, et une consommation de tous les autres usages qui va être calculée et qui va être modulée en fonction d'indicateurs d'intensité d'usage qui peuvent être soit renseignés par les assujettis, donc qui peuvent être renseignés pour chacun des bâtiments selon le type le type de bâtiment, vous aurez différents types d'indicateurs d'intensité d'usage, ou alors sinon, il vous sera possible d'utiliser ce qu'on appelle les indicateurs d'intensité d'usage étalons qui sont donnés dans les arrêtés. Donc voilà pour les valeurs absolues. Voilà pour les 2 objectifs que l'on peut viser et auxquels le plan d'action doit répondre. Quand on a créé notre plan d'action, la grande question, c'est les objectifs prédéfinis vont-ils être atteignables grâce à la mise en œuvre de ce plan d'action? Si oui, on voit que les modèles qu'on a pu réaliser, on a un petit peu de marge, on est quasiment sûr que les objectifs sont définis et atteignables, il n'y a pas de souci. Par contre, on peut se rendre compte dès l'élaboration du plan d'action que ces objectifs, qu'aucun des 2 objectifs ne peut être atteint. Il faut alors tout d'abord s'assurer que notre plan d'action utilise bien tous les leviers destinés à atteindre les objectifs. Donc, parmi ces leviers, on a tout ce qui est en rapport avec la performance énergétique des bâtiments, donc tout ce qui est travaux sur l'enveloppe, sur les murs, sur les menuiseries. On a tout ce qui est travaux et modification des équipements énergétiques, donc production de chauffage, d'eau chaude sanitaire, de refroidissement et leurs dispositifs de contrôle et de gestion. Toute la question d'exploitation de ces équipements, leur entretien, etc. Et le dernier levier sur lequel il est possible d'agir pour diminuer ces consommations, ça va être l'adaptation des locaux à un usage économe. Est-ce que mes surfaces sont trop importantes ? Est-ce que je peux rationaliser mes espaces, par exemple? Ou alors, encore, accompagner les occupants et les éco-gestes des occupants pour venir réduire les consommations. Donc ça, ce sont les 4 leviers sur lesquels il faut jouer pour arriver aux objectifs. Si on est sûr qu'on a bien envisagé ces 4 leviers, il existe 2 types de modulation qui sera possible de mettre en œuvre. Ce sont des modulations dans des cas assez particuliers où on est dans un bâtiment qui est classé ou dans une zone classée, dans un bâtiment patrimonial ou dans un bâtiment très ancien, dans lequel certaines solutions ne peuvent pas être mises en œuvre. Dans ces cas-là, il sera possible de venir demander une modulation des objectifs. Et le deuxième cas, c'est la demande d'une modulation des objectifs lorsqu'on se rend compte que les travaux, le coût des travaux surtout, est très important. Et pour cela, il faudra venir calculer le temps de retour sur investissement des travaux selon la formule qui est donnée dans les arrêtés. Pour demander cette modulation, il faudra déposer sur la plateforme Opera un dossier technique complet selon le modèle qui est dans l'arrêté qui a été publié en début d'année. Et ce dossier doit être déposé sur la plateforme Opera avant le 30 septembre 2026 pour l'échéance à 2030. Pour l'échéance à 2040, ce sera 2036 et l'échéance à 2050, ce sera 2046. Ce dossier permet de demander une modulation des objectifs. Donc, le plus souvent, ça va être d'atteindre des objectifs un peu plus faibles que ceux qui sont imposés par l'arrêté. En parallèle, il va falloir déclarer annuellement ses consommations sur la plateforme Opera. La plateforme Opera va venir générer une attestation numérique annuelle dans laquelle vous verrez comment s'oriente votre diminution des consommations. Et cette attestation doit être obligatoirement affichée dans les bâtiments au cours des 3 années écoulées.
voilà, à quoi pourrait ressembler, c'est possible qu'elle soit légèrement modifiée, l'attestation numérique de suivi, donc qui affichera les petites feuilles qui sont ici. Donc en gris, vous êtes encore loin de l'objectif, en vert, vous êtes très bon face à l'objectif. Sur cette attestation, vous verrez l'objectif en valeur relative, l'objectif en valeur absolue, ce qui vous permettra annuellement de suivre votre progression et de voir si vous êtes sur la bonne pente pour l'atteinte des objectifs. Vous allez donc suivre annuellement les objectifs grâce à cette attestation, excusez-moi, et au suivi qui se fait sur la plateforme Opera, et vérifier que les objectifs qui sont fixés sont atteignables grâce au plan d'action qui est mis en œuvre au fur et à mesure, et si nécessaire, venir ajuster ce fameux plan d'action. Voilà un peu la démarche qui est, à laquelle au CEREMA nous avons réfléchi et qui peut accompagner les gestionnaires vraiment dans l'atteinte des objectifs définis dans le dispositif éco-énergie tertiaire. Quelques dates clés que je vais vous présenter sur 3 petits post-it. Donc, sur ces post-it, vous aurez certaines actions qui sont soulignées. Ce sont des actions qui, elles, sont obligatoires, elles sont imposées par les arrêtés. Les autres, ce sont des choses que l'on vous propose de faire afin d'atteindre les objectifs. Obligatoirement, avant le 30 septembre 2021, il faudra avoir créé un compte sur Opera et saisi la consommation de l'année 2020 de vos bâtiments assujettis. En parallèle, vous pouvez commencer, et on vous incite vraiment à le faire, à venir nommer un pilote, associer les personnes et les services concernés dans la démarche, donc commencer à créer votre équipe autour de cette démarche éco-énergie tertiaire, recenser votre patrimoine, délimiter le parc qui est concerné et assujetti, récupérer l'ensemble des données et de commencer à établir un plan d'action à l'échelle du bâtiment ou du patrimoine. Avant le 30 septembre 2022, obligatoirement, il faudra avoir choisi sur Opera l'année de référence, donc l'année sur laquelle se baseront les calculs d'économie d'énergie, et d'avoir complété les données Opera avec les consommations de l'année 2021. Tous les ans, au 30 septembre de l'année N, il faudra avoir saisi les données de l'année N-1. En parallèle, il faudra poursuivre l'établissement du plan d'action, commencer les actions les plus simples, et puis commencer à envisager, le cas échéant, une demande de modulation si vous vous rendez compte que vous ne pouvez pas atteindre les objectifs et que vous êtes dans les 2 cas que j'ai cités précédemment. Au 30 septembre 2026, si jamais vous avez besoin d'une modulation, il faudra avoir déposé cette demande sur la plateforme Opera. Je vais vous présenter 3 petits exemples pour essayer de rendre tout ce que je viens de dire un peu plus concret. Ce sont des exemples fictifs. Aujourd'hui, on a assez peu de retours d'expérience sur des bâtiments sur lesquels il aurait été mis en œuvre un tel dispositif. Donc voilà, ce sont un peu des pistes de comment s'organiser, comment connaître son patrimoine et comment agir. Donc au niveau de l'organisation, on peut imaginer une entreprise qui possède ou exploite différentes surfaces commerciales. Elle va choisir l'organisation suivante au sein de sa structure. Toutes les décisions seront validées par le chef d'entreprise et une équipe va être constituée du responsable logistique et d'un comptable. Donc, le responsable logistique va piloter la démarche et puis le ou la comptable, par exemple, sera là, entre autres, pour fournir toutes les factures énergétiques. À ce niveau-là, le responsable logistique il va proposer au chef d'entreprise un calendrier qui va permettre de vérifier quels sont les magasins qui sont concernés par le dispositif, qui en est propriétaire, puis de rassembler l'ensemble des factures, lister les éventuels travaux d'économie d'énergie qui auront déjà été menés entre 2010 et 2019, valider l'année de référence, donc on l'avait mis à l'année 2021, il sera obligatoire de l'avoir validé au 30 septembre 2022, et le plus tôt possible d'avoir créé son compte sur Opera et saisi les données pour l'ensemble des bâtiments et des espaces qui sont assujettis au dispositif. Comment connaître son patrimoine? On peut imaginer une collectivité qui dispose de 15 bâtiments. Les surfaces sont diverses, les bâtiments sont gérés au quotidien et les données de chacun des bâtiments sont un peu dispersées dans différents dossiers et fichiers sur différents ordinateurs. Dès que possible,
il faudra recenser dans un tableau l'ensemble du parc et pour tous les bâtiments du parc, avoir recensé la surface, le statut et l'affectation de chacun des bâtiments. Et par exemple, cette collectivité se rend compte que sur les 15 bâtiments, 2 sont finalement concernés par le dispositif éco-énergie tertiaire, pas les autres. Pour chacun de ces 2 bâtiments, au 1er septembre 2021, l'idée va être de compléter dans un fichier les données qui seront nécessaires à la saisie sur Opera. Par exemple, il sera possible de s'appuyer sur les fichiers CSV qui seront fournis avec la plateforme Opera. Les différentes données qu'il va falloir récupérer sont par exemple au niveau administratif, le numéro sirène, l'adresse du siège, les codes APE. Au niveau des bâtiments, les références cadastrales, les références des points de livraison. Pour la situation de référence, il faudra avoir recensé les consommations, les surfaces et certains indicateurs d'intensité d'usage ou des indicateurs temporels et d'occupation. Et puis les données de l'année N. Là, ce ne sont que quelques exemples de données qui sont à recenser. La liste exhaustive de l'ensemble de ces données est à retrouver dans l'annexe 6 de l'arrêté modificatif qui a été publié en ce début d'année. La dernière étape, c'est au second semestre 2021 d'avoir rassemblé l'ensemble des documents techniques des bâtiments, tout ce qui est plan, DOE, factures, etc., pour permettre une première évaluation des actions envisagées. Et justement, comment est-ce qu'on peut agir ? L'objectif, c'est d'élaborer un plan d'action. Le plan d'action, je l'expliquais tout à l'heure, il va regrouper des actions sur les usages, la rationalisation des espaces, sur l'optimisation des équipements énergétiques et ensuite sur les travaux, sur l'enveloppe, sur les systèmes et pourquoi pas le recours aux énergies renouvelables. Mais comment est-ce qu'on peut agencer tous ces types d'actions ? Certaines actions sont plus faciles à mettre en œuvre que d'autres. Par exemple, tout ce qui est éco-gestes, rationalisation des espaces, c'est des choses pour lesquelles il n'y a pas besoin d'études longues. Ils peuvent être mis en place assez rapidement. Donc, ce sont les 2 premiers types d'actions que l'on vous conseille de mettre en œuvre très rapidement, qui permettent de gagner déjà un petit peu sur les consommations. Les travaux sur l'enveloppe, sur l'éclairage, sur les équipements de chauffage ou de climatisation demandent un temps d'étude. Il va falloir réfléchir à quelles sont les actions qu'on va mettre en œuvre, dans quel ordre, etc. Donc, ces études sont à lancer rapidement pendant que les premières actions plus simples sont lancées. On va ensuite toujours venir réaliser les travaux sur l'enveloppe avant de réfléchir aux travaux sur les équipements de chauffage. En effet, si on vient isoler son enveloppe, on vient réduire ses besoins de chauffage et donc il aurait été dommage de remettre la même puissance de chaudière, par exemple, alors que la nouvelle chaudière qui est installée et qui peut répondre aux besoins peut avoir une puissance plus faible et donc aussi un coût plus faible. Les travaux sur l'éclairage peuvent être mis en œuvre un petit peu en amont. Souvent, ce sont des travaux simples sur la gestion de l'éclairage ou sur la mise en œuvre de l'aide. L'utilisation d'énergies renouvelables, en particulier de photovoltaïque, vient en dernier pour venir encore réduire les consommations. Par photovoltaïque, la question revient régulièrement. Ce n'est pas parce que vous mettez du photovoltaïque que la production photovoltaïque sera prise en compte pour réduire vos consommations. Il faut absolument faire de l'autoconsommation pour que le photovoltaïque ait un impact sur vos consommations. Ce sont bien les factures énergétiques qui sont utilisées dans Opera pour calculer les gains de consommation. Donc, si vous revendez cette électricité, elle ne vient pas se soustraire à vos factures énergétiques et donc elles ne viennent pas impacter les gains. Pour vous accompagner dans toute cette démarche, vous retrouverez un dossier en ligne sur le site du CEREMA, comment lancer une dynamique éco-responsable dans les bâtiments publics ou même dans tout type de bâtiment, dans lequel vous retrouverez des éléments de pédagogie, de décryptage un peu plus poussés sur l'ensemble du dispositif et aussi un certain nombre de publications qui sont en lien avec le dispositif, particulièrement comment réduire l'impact environnemental de ces bâtiments, comment agir avec ses occupants, comment sont pris en compte les usages dans la gestion patrimoniale, etc., etc. Et évidemment, je reste aussi à votre disposition si vous le souhaitez.
Et puis, je vous remercie de votre attention et je reste disponible pour répondre à vos questions. Solène, je te laisse reprendre la main. Oui, vas-y. Là. Ok, merci Constance pour cette présentation. Maintenant, c'est parfait, on est pile dans les temps. On s'est donné une quinzaine de minutes pour répondre aux questions. Alors, on avait une question sur comment définir l'année de référence. Donc, on en a parlé ensuite, hein, mais pour reprendre les éléments, il faut que vous trouviez une année. Enfin, c'est à vous de choisir l'année de référence en fonction de ce qui vous arrange le plus entre 2010 et 2019. Et ce qui va permettre de choisir cette année de référence, c'est globalement les factures que vous avez. Si vous n'avez pas fait de travaux d'économie d'énergie depuis 2010, ce n'est pas nécessaire d'aller chercher loin dans le passé. De toute façon, ces années de référence, elles sont corrigées des variations climatiques. Donc, il n'y a pas à choisir l'année où l'hiver a été le moins froid, ce n'est pas nécessaire. Mais par contre, ça vaut le coup d'y réfléchir. Si vous avez fait des travaux d'économie d'énergie depuis 2010, à ce moment-là, vous pouvez prendre une année de référence qui est antérieure à vos travaux d'économie d'énergie pour que ce soit bien pris en compte le fait que vous ayez déjà ce type de démarche. Est-ce que Constance, tu veux compléter la réponse? Non, a priori, c'est bon. Très bien. Oui. On avait une autre question sur quand pourra-t-on avoir la matrice des données de consommation? Donc, on a déjà les tableaux en fait dans les annexes des arrêtés qui nous donnent exactement toutes les données qui vont être demandées aux assujettis. Si la question ça porte sur les tableurs en fait qu'il faudra remplir pour importer les données de façon automatique, c'est une fonctionnalité qui est prévue pour le courant du mois de juin. Donc, on aura ces tableurs à peu près à ce moment-là. Voilà. On avait une autre question sur l'import via des API. Est-ce qu'on peut considérer que ça automatisera cette remontée dès 2021? Alors, le travail sur les API, c'est en cours. Il est prévu d'avoir une API pour 2 fournisseurs d'énergie, à savoir GRDF et Enedis, en septembre 2021. Mais pour tous les autres logiciels ou fournisseurs d'énergie, ce ne sera pas prévu avant 2022, voire au-delà. Donc, il ne faut pas s'attendre à ce que ça change. Si vous avez d'autres logiciels ou d'autres besoins que importer des données EDF et GRDF, il ne faut pas considérer que ce sera automatisé dès 2021. Voilà, oula, il y a plein de questions qui arrivent. Alors, une remarque disant que la réduction de consommation ne peut pas se faire linéairement chaque année, notamment si les travaux d'isolation sont à faire. La réduction ne pourra être effective qu'après les travaux. Comment est-ce qu'on fait le suivi et les contraintes? Donc, ça paraît, c'est une question qui est arrivée avant la présentation de Constance. Comme annoncé, en fait, les objectifs, ils portent sur 2030, 2040, 2050. Vous aurez annuellement une petite notation qui est juste indicative pour vous dire où vous en êtes par rapport aux objectifs. Mais évidemment, on prend en compte le fait que les travaux, ça dure plusieurs années, que les plans d'action sont en train d'être déroulés et les objectifs, ils sont à atteindre que tous les 10 ans. On nous demande également de préciser la notion d'unité foncière. Alors, je reprends la définition. Alors, juridiquement, une unité foncière, c'est un îlot d'un seul tenant composé d'une ou plusieurs parcelles appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision. Voilà. Effectivement, tout ce qui est notion de site et d'unité foncière, c'est des questions qui sont posées très souvent et qui méritent des précisions. On attend des précisions dans la foire aux questions et dans des fiches techniques qui ne devraient pas tarder à arriver
pour vous permettre de vous y retrouver un peu plus et où il devrait y avoir des exemples concrets de situations pour aider à savoir si vous êtes dans le périmètre des assujettis ou pas. Voilà. Après, j'avoue que je n'ai pas trop lu les questions. Anthony, est-ce que tu veux bien rapporter les questions que tu as vues? Oui, après tu as une question sur le fait d'avoir plusieurs bâtiments avec des ventes, des achats, des locations qui ne sont pas linéaires dans le temps, des chaudières qui peuvent desservir un groupe de bâtiments, puis suite à un remplacement, on desservent d'autres bâtiments. Comment assurer dans ces cas-là d'intégrer tous ces changements et suivre quand on a des variations, soit sur les bâtiments, soit sur les modes de chauffage de ces bâtiments pour avoir des éléments comparatifs? Du coup, il vous sera toujours possible, depuis votre compte Opéra, de déclarer toutes les modifications qu'il y a au cours de la vie d'un bâtiment. C'est logique, en fait, on ne s'attend pas à ce que d'ici 2050, vos bâtiments ne soient pas modifiés du tout. Donc, il sera possible de changer les éléments bâtimentaires au fur et à mesure des travaux et des changements qu'il y a sur votre patrimoine. Et pour compléter, je pense que les 300 bâtiments ne sont pas sur une même unité foncière, mais s'il vous est possible d'anticiper un petit peu et de déclarer des unités foncières plutôt que de déclarer bâtiment par bâtiment, je pense que ça peut aussi vous faciliter la tâche par la suite. Voilà, il faut essayer de réfléchir aussi un petit peu comme ça. Parce qu'en fait, sur l'unité foncière, soit c'est un bâtiment qui sera assujetti, donc vous définissez, vous rentrez toutes les informations pour votre bâtiment, mais on peut le faire aussi pour une unité foncière et dans ces cas-là, on va rentrer l'ensemble des surfaces, mais on ne va pas distinguer un bâtiment d'un autre, donc ils vont tous avoir la même année de référence, ils vont tous avoir la même remontée des consommations énergétiques, donc ça peut être une piste aussi pour anticiper un peu tous les changements. Du coup, après, j'ai vu qu'il y avait une question sur le calcul des surfaces. Avec les Il faut étages. prendre les surfaces de l'ensemble des étages. En fait, on prend en compte la surface de plancher du bâtiment. Donc, il faut compter la surface qu'il y a à chaque étage. Sur un bâtiment récent déjà bien conçu, économe d'énergie, quelles sont les possibilités pour atteindre les moins 40, moins 50, moins 60%? Là, pour le coup, effectivement, ça va être compliqué d'atteindre 40, 50 et 60% de réduction de consommation énergétique si votre bâtiment est déjà très économe. Mais au contraire, ce sera très simple pour vous d'atteindre les objectifs fixés par les valeurs absolues. En effet, les valeurs, les valeurs qui sont à atteindre en valeur absolue sont calculées de sorte à ce que ça s'aligne à peu près avec les consommations des bâtiments économes en énergie à ce moment-là. Par exemple, on ne connaît pas encore quelles sont les valeurs absolues à atteindre pour 2040 et c'est normal, c'est parce qu'on verra en 2040 quelles sont les meilleures techniques disponibles en fait la performance des bâtiments à ce moment-là. Et on donnera ça comme objectif à atteindre pour ceux qui ont déjà un bâtiment très bien conçu. Et pour les autres bâtiments, le choix de votre année de référence va aussi être assez déterminant pour atteindre les moins 40, moins 50 ou moins 60% si vous partez sur les objectifs en valeur relative. Du coup, si jamais entre 2010 et 2019, il y a des travaux importants d'économie d'énergie qui ont été mis en œuvre sur votre bâtiment, je ne sais pas, en 2018, vous avez décidé de l'isoler par l'extérieur, il est préférable pour vous de choisir une année de référence qui soit antérieure à ces années de travaux, parce que du coup, vous partez de consommations qui sont plus importantes et en fait, vos travaux réalisés en 2018 contribuent à l'atteinte des objectifs. Donc ça, c'est pour des bâtiments plus anciens. Donc vraiment, le choix de votre année de référence, il peut vous aider dans l'atteinte de ces objectifs. S'il ne s'est rien passé entre 2010 et 2018, vous ne cassez pas forcément la tête à remonter aussi loin dans vos factures de consommation. Vous regardez sur les 3-4 dernières années, ce sera suffisant. Mais voilà, s'il y a eu des travaux entre les deux, pensez à remonter un peu plus loin, ce sera plus intéressant. Je vois que Jérémy Canty de Somrieux avait répondu sur les valeurs absolues. Désolée, je n'étais pas descendue assez loin.
Il y a une question sur comment connaître les coefficients qui seront utilisés pour pondérer les consommations. C'est détaillé dans les arrêtés. Vous avez les liens vers les arrêtés dans les présentations, dans la présentation de tout à l'heure qu'on vous partagera ensuite pour aller chercher plus facilement. Une question sur les ALEC. Peuvent-elles aider leurs adhérents? Pardon, j'ai perdu la question. Sur la remontée des données et le choix des références. Oui, c'est ça. Du coup, vous aurez la réponse tout à l'heure dans les présentations en sous-groupe. Ça dépend des territoires. Donc, ce sera possible, les CEP et le SDE ont des propositions d'accompagnement. Je ne connais pas le détail, et du coup, je vous invite à attendre la présentation de la personne référente sur votre territoire tout à l'heure. Après, il y a une question sur les changements de surface, changement de nombre d'usagers. Donc, ça rejoint la question tout à l'heure. Il sera possible de moduler tout ça si vous avez des changements. Ce ne sera pas nécessaire de les ressaisir tous les ans si ça ne change pas. Mais s'il y a des changements, évidemment, et que ça peut impacter vos objectifs, il faut le déclarer. Et les Algeco ne rentrent pas en compte puisque ce sont des... Enfin, ils ne seront pas assujettis puisque ce sont des surfaces, enfin, ce sont des bâtiments non pérennes. Oui, les constructions provisoires ne rentrent pas en compte dans le dispositif. Et ensuite, on a une question sur les subventions pour financer les travaux, pour les collectivités territoriales notamment. Alors, il y a déjà plein de dispositifs qui sont mobilisables pour financer des travaux. Du coup, ce n'est pas le décret tertiaire qui prévoit ces subventions, hein, mais il y a beaucoup d'acteurs institutionnels notamment qui proposent des subventions pour financer des travaux. On a mis une partie de ces possibilités-là dans la présentation État tout à la fin. Vous pourrez aller regarder si vous voulez. Mais effectivement, il y a des tas de possibilités de se faire aider financièrement selon le projet que vous avez. On a peut-être le temps pour encore une ou deux questions. Encore une fois, je n'ai pas lu. Est-ce qu'Anthony, tu peux... Oui, donc, s'agissant d'une collectivité disposant d'une stratégie patrimoniale orientant à la vente de certains bâtiments, peut-on suspendre l'application de l'arrêté tertiaire? Non. Les bâtiments, tant qu'ils sont à vous, vous devez les déclarer. S'ils sont assujettis, vous devez les déclarer dans la plateforme Opéra. Et au moment de la vente, il faudra transmettre l'ensemble des informations au nouveau propriétaire de ces bâtiments pour que ce soit lui qui reprenne la suite. Et du coup, ce sera le nouveau propriétaire qui sera assujetti et qui devra atteindre la réduction des consommations. C'est ça. Ensuite, on nous demande si l'arrêté est applicable sur un bâtiment classé monument historique. Oui, absolument. Mais du coup, il y a des possibilités de modulation, comme Constance l'expliquait tout à l'heure. Si vous avez trop de contraintes que ce n'est pas possible pour vous de mettre en place un plan d'action qui vous permet d'atteindre les objectifs, ce sera possible de l'expliquer. Il y aura un dossier à faire et d'adapter vos objectifs en conséquence. Sur les bâtiments sans dispositif de chauffage, les locaux techniques ou autres, effectivement, le décret tertiaire est aussi applicable, notamment parce que c'est pas parce que des bâtiments ne sont pas chauffés qu'ils ne sont pas éclairés, par exemple. Du coup, vos consommations d'éclairage, elles sont à déclarer et elles sont à réduire aussi. Pareil pour les locaux techniques, si je ne dis pas de bêtises, c'est des questions qui sont dans la foire aux questions sur la plateforme Opéra. C'est des cas qui sont traités, effectivement. Le décret s'applique aussi à ces bâtiments-là. Et enfin, on a une question sur un ensemble de bâtiments ayant un compteur d'électricité commun où des travaux ont été faits en 2013 et où il y a eu une extension en 2015.
et comment est-ce qu'on fait pour l'année de référence? Est-ce que je peux te laisser prendre cette question, Constance? Oui, alors du coup, tous les bâtiments, alors aujourd'hui, hein, ça peut changer, mais en tout cas, tous les bâtiments qui étaient en fonctionnement avant le 24 novembre, je crois, enfin en tout cas, la loi Elan, donc novembre 2018, sont assujettis. Donc oui, il faudra prendre en compte cette extension et choisir une année de référence où il y a l'extension, parce que sinon, vous allez partir de trop bas. Enfin, ce sera plus dur d'atteindre les objectifs parce que votre consommation, elle aura augmenté entre les deux. Et du coup, l'extension de 2015 est bien assujettie au dispositif. Alors, les bungalows, a priori, pour moi, c'est du logement. Donc, les bungalows, c'est pas assujetti puisque c'est pas du tertiaire. En l'utilisation de bungalows dans le cadre du tertiaire, s'ils sont là à vie, oui, ils sont assujettis, sinon non. Il me semble que la définition en fait porte sur le titre d'urbanisme auquel le logement est soumis, si c'est un titre provisoire ou pas. Donc il faut voir ça pour votre cas. Mais effectivement, des bungalows, a priori, c'est plutôt du logement. Si c'est du provisoire, c'est pas assujetti, quoi. Le décret est-il applicable sur un parking souterrain? Oui, c'est le même cas que pour les bâtiments non chauffés. Si vous aurez sans doute des consommations en ventilation, en éclairage. Donc, à partir du moment où il y a des consommations, il y a application du décret tertiaire. Il y a certains cas où les parkings souterrains, il faut aller relire la réponse à la question, ne sont pas, enfin, ils sont assujettis, mais ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des 1000 mètres carrés. Voilà. Mais par contre, une fois que vous avez 1000 mètres carrés, parce que votre bâtiment sans le parking fait 1000 mètres carrés, le parking est assujetti. Et donc, cette consommation remonte dans les obligations. Et peut-être la dernière question avant de passer à la Banque des territoires. Si un bâtiment de plus de 1000 m² est utilisé à 100% et que la surface maintenant exploitée fait moins de 1000 m², faut-il le déclarer? Sans savoir si un jour on réutilisera le reste du bâtiment. Donc aujourd'hui, il serait assujetti et après, on se dit qu'on n'utilise plus les 1000 mètres carrés. Alors, il faudrait que j'aille vérifier dans la FAQ, je sais que c'est dedans. Oui. Je ne connais pas la réponse par cœur, je la taperai si vous voulez. Bon, ok, on la mettra dans le chat tout à l'heure. Une nouvelle loi est à voter. Alors, c'est la loi climat et résilience. C'est celle qui reprend notamment une partie des conclusions, des demandes de la Convention citoyenne pour le climat. Il se trouve que dans cette loi, le gouvernement a ajouté des amendements lors de ce passage à l'Assemblée et qui fait de toutes petites modifications. La première, c'est le fait qu'on ne parle plus uniquement des bâtiments qui existaient avant 2018, mais on parle de tous les bâtiments livrés. Et l'autre modification, c'est que les actions qu'on met en place pour se mettre en conformité avec le décret tertiaire ne peuvent pas avoir pour effet d'augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Voilà, c'est tout ce qu'il y a pour l'instant dans cette loi qui est en cours de concertation dans nos instances. Donc, c'est possiblement à suivre. De toute façon, maintenant, qu'on vous a dans nos mailing lists, s'il y a des modifications de ce type-là, on vous enverra un mail général pour vous prévenir qu'il y a eu des modifications et que des choses qu'on vous aurait dit aujourd'hui ne sont plus applicables, par exemple. Donc pour les locaux tertiaires vacants, s'ils ont été déclarés avant, ils doivent être conservés par la suite. Leur consommation, elle sera très faible, donc elle ira dans le sens des baisses des consommations. Mais ils pourraient induire, sans faire exprès, des consommations dont il faudra quand même tenir compte. C'est la réponse A8 à la FAQ. Merci Constance. Du coup, on va peut-être pouvoir passer à la présentation de la Banque des territoires, qui permettra de répondre en partie à la question de tout à l'heure sur les financements possibles. Donc maintenant qu'on sait
pourquoi et comment, quelles sont les obligations, comment monter un plan d'action. Karine Châtel de la Banque des Territoires va pouvoir nous parler de comment est-ce qu'on le finance. Je te passe la main. Ah, pardon. Oui, bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. C'est bon. Et est-ce que vous voyez ma présentation à l'écran? Oui, c'est bon. Ouais. Bonjour, je suis Karine Châtel, je suis responsable interrégionale pour la transition écologique pour la Banque des Territoires. La Banque des Territoires, c'est une émanation de la Caisse des dépôts, c'est la même chose en fait, hein, c'est nos directions régionales et c'est pour être au plus près des clients. J'arrive pas à faire bouger mon écran, voilà. Juste pour aller très rapidement, donc nous sommes un établissement public. La Caisse des dépôts, nous disposons de fonds publics et nous avons pour mission d'accompagner toutes les grandes actions du gouvernement et d'être au plus près des territoires pour le développement des collectivités territoriales. Donc, notre intervention sur la rénovation énergétique des bâtiments, elle est très forte. On a été enjoint de vraiment développer des offres et des facilités pour que les collectivités puissent accéder à du financement qui n'est pas la subvention, qui est bien du financement, mais beaucoup plus facilement et à des taux plutôt intéressants. L'intérêt aussi de notre présence au plus près des territoires, c'est d'être capable de conseiller, d'être vraiment en appui de la stratégie, donc de bien réfléchir en amont avec les collectivités, de financer, de proposer une offre qui est vraiment propre aux besoins de la collectivité et de suivre ensuite les actions. Alors dans l'ensemble de nos activités, nous gérons bien sûr beaucoup d'actifs avec nos partenaires et nous sommes par exemple partenaires actionnaires d'ESSEM Énergie départementale avec lequel nous travaillons beaucoup pour la transition énergétique. Sur les Côtes d'Armor, on a une équipe qui est dédiée. Le directeur territorial, c'est Dominique Maquinet. Il y a 2 chargés de développement territoriaux et moi-même pour toutes les questions efficacité énergétique, mobilité durable et énergie renouvelable. Et moi, j'interviens sur toute la Bretagne, la Loire-Atlantique et la Mayenne. Alors, le focus sur l'accompagnement de la Banque des Territoires, l'idée, c'est de vous accompagner le plus largement possible, c'est-à-dire, alors la sensibilisation, on peut dire qu'aujourd'hui, elle est réalisée par tous, donc les collectivités sont plus que sensibilisées. Aujourd'hui, avec le décret écotertiaire, elles sont même fortement poussées à le faire. Et donc, nous intervenons en ingénierie amont avec les collectivités pour étudier le meilleur montage et le meilleur dispositif pour elles pour atteindre leurs objectifs. Et ensuite, nous proposons du financement. Un récapitulatif de notre intervention, donc la brique ingénierie, cofinancement d'études d'ingénierie et parfois des prises en charge d'appui méthodologique. On peut mettre à disposition des personnes qui ont des retours d'expérience et qui peuvent vous permettre de bien réfléchir à la façon dont vous voulez financer les travaux. Ensuite, le financement, c'est ce que je vais vous présenter juste après, qui est l'intracting, qui est une façon innovante de financer des travaux d'énergie qui se remboursent par eux-mêmes, et puis des prêts plus classiques de 15 à 40 ans, dont je vous présenterai également. Et ensuite, on met en place une plateforme nationale de pilotage et de mesure, mais c'est également à voir en fonction de ce qui est déjà présent sur vos territoires, et notamment avec les conseillers d'énergie partagée, qui ont également une plateforme des outils, ou les syndicats d'énergie qui peuvent mettre en place ce type d'outils. Vous retrouvez toutes ces informations et même plus sur le plan de relance sur le site de la Banque des Territoires, sur lequel vous pouvez vous abonner. Il y a des offres de formation pour les collectivités et beaucoup d'informations qui sont totalement à destination des collectivités. Si on récapitule très rapidement ce à quoi vous devez faire face quand vous travaillez sur votre stratégie patrimoniale et énergétique, il y a différents types d'interventions. Ça va de la plus légère, des actions d'efficacité énergétique qui sont de moindre investissement, jusqu'à des rénovations lourdes, multiples, parce qu'elles accompagnent aussi de l'usage et de la rénovation par rapport à des augmentations d'habitants, par exemple, sur votre commune, qui peuvent aller sur des rénovations et donc des financements très importants.
Associé à ça, on a différentes sortes de marchés publics. Vous allez devoir choisir celui qui vous convient le mieux. Et nous, par rapport à ça, on peut intervenir différemment, soit en tiers financement, par exemple lean tracking sécurisé ou mutualisé, ou en tiers investissement. Là, c'est lorsqu'on intervient auprès des sociétés que vous avez choisies pour faire vos rénovations, ou alors des prêts de long terme auprès des collectivités. Donc, je vous présente le dispositif de lean tracking. Il semble vraiment très magique lorsqu'on le présente et il est à travailler finement pour effectivement arriver à ce merveilleux montage qui fait que les travaux qu'on a pu financer génèrent des économies d'énergie et ces économies d'énergie sont telles qu'elles permettent de rembourser intégralement le budget qu'on a dédié au financement de ces travaux. Il peut même y avoir parfois, pour certains travaux, un surplus qui peut être de nouveau réinjecté sur d'autres travaux. Ou au contraire, si ça dépasse un peu, mais parce que c'est le choix de la collectivité, il y a besoin d'un peu d'autofinancement de la part de la collectivité. Les éléments fondamentaux pour mettre en place ce dispositif des tracking, c'est d'abord bien sûr l'audit des besoins, donc les bouquets de travaux qu'il va falloir mettre. Et nous finançons des temps de retour d'investissement de moins de 13 ans. Lorsqu'on a identifié ces bouquets de travaux, on met en place un plan d'action de performance énergétique. Donc, c'est aussi ce dont a parlé le CEREMA, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que les travaux, il y a aussi les usages qu'on va faire des bâtiments, des actions de sensibilisation pour vraiment réussir l'économie d'énergie. Couplé à ça, on a le pilotage des actions et des consommations. Donc là, tout l'intérêt d'avoir un économe de flux ou un conseiller en énergie partagée ou une personne qui est dédiée au suivi de ces consommations pour être sûr qu'on va bien rester dans l'enveloppe qui a été prévue. Et donc un suivi budgétaire pour permettre le fameux remboursement par les économies d'énergie de l'avance par la Caisse des dépôts qui a été fait pour financer ces travaux. Donc, je vais vous présenter les différentes formes que ça peut prendre. Ça peut être soit un tracking classique parce que la Banque des Territoires travaille avec une collectivité ou un EPCI, ou alors un tracking sécurisé. C'est la même chose avec une même personne publique, mais qui, elle, aurait choisi de faire monter ses travaux dans le cadre d'un contrat de performance énergétique. Donc ça, c'est un petit peu une forme de marché plus particulière. Et sinon, nous sommes en train de mettre en place en partenariat avec des collectivités type des métropoles ou des syndicats d'énergie, un tracking mutualisé qui permet de financer pour les plus petites collectivités, parce que pour nous, c'est difficile de descendre à l'échelle d'une toute petite commune, un ensemble, un portefeuille de bâtiments. Donc, la métropole ou le syndicat d'énergie prend à sa charge le financement et le suivi des travaux pour l'ensemble de ce portefeuille de bâtiments. Alors, juste pour vous dire les éléments financiers, parce que c'est quand même le nerf de la guerre de l'offre qui est faite. Ensuite, je passerai assez vite pour aller jusqu'au prêt, puisqu'il ne me reste pas beaucoup. Nous finançons 50% des études préalables pour mettre en place le dispositif. Notre financement couvre 100% du besoin de financement. Donc, une fois que vous aurez identifié les bâtiments, les travaux que vous voulez faire, qui tombent bien dans un temps de retour sur investissement de 13 ans, nous pouvons donc financer 100% du besoin à un taux de 0,25 dans la limite de 5 millions d'euros. Mais je vous montrerai un exemple après. Ça peut couvrir énormément de travaux, énormément d'améliorations d'efficacité énergétique. Et ensuite, comme je disais, mise en place d'un accès à une plateforme pour suivre. Nous pouvons libérer les sommes, donc c'est bien une avance de financement en 2 étapes, en fonction de l'avancement des travaux. La collectivité engage son budget annuellement sans effort supplémentaire, puisque si on l'a bien cadré, comme je vous le disais, il n'y aura pas forcément de flux supplémentaires à mettre de la part de la collectivité. Tout peut se caler parfaitement. L'échéancier de remboursement. Et la différence de ce financement, qui est vraiment une avance sur les fonds propres de la Banque des Territoires, c'est que ce n'est pas un prêt, c'est-à-dire que nous prenons un risque à vos côtés. Si nous avons mal calibré ensemble le retour sur investissement et donc les économies d'énergie, eh ben, on risque d'avoir une perte sur le financement que nous avons fait.
Voilà les types de bouquets de travaux qui sont possibles. Vous aurez le PowerPoint, donc vous pourrez voir l'ensemble des… Mais par exemple, on a parlé d'éclairage tout à l'heure, le changement d'ampoule et la pose de LED peuvent être totalement éligibles. C'est-à-dire que si en changeant les LED, on s'aperçoit que l'économie d'énergie dans la facture est telle que ça couvre le prix non seulement de l'achat de matériel, mais aussi de la pose, en fait, pour vous, c'est une opération 100% autofinancée. Voilà, des exemples d'intracting, donc la ville de Saint-Louis, on vous a détaillé en fait l'ensemble de ce qu'elle a mis en place, des travaux, les coûts et les gains, et en fait pour rentrer parfaitement dans son budget. Donc c'est un exemple réussi. On a également la ville d'Ajaccio, sur 30 bâtiments communaux, dont 50% de bâtiments scolaires, avec, vous voyez, comme des petites actions comme relamping LED, des remplacements d'aérothermes, etc. Et même une étude pour l'installation de panneaux photovoltaïques en autoconsommation, comme l'a bien précisé tout à l'heure les intervenants. Et en fait, l'ensemble est couvert 100% par le financement. Enfin, là, nous avions financé que 50% parce que la collectivité avait une capacité d'autofinancement qu'elle voulait utiliser. L'intracting sécurisé, je passe très vite, c'est quand donc vous faites un contrat de performance. Là, dans ce cas-là, nous faisons un taux à 0%, mais par contre, on partage avec vous le retour sur les CE2E qui sont valorisés. Sinon, ce sont les mêmes conditions. L'intracting mutualisé, donc c'est ce que je vous disais, c'est si un syndicat d'énergie ou une collectivité dont vous êtes membre prend à sa charge et assure le financement et le suivi des travaux. Donc ça, c'est un amendement pour lequel nous, Banque des Territoires, Caisse des dépôts, nous avons travaillé pour l'obtenir, avec toutes les fédérations, bien entendu, pour que cet amendement puisse passer, pour qu'on puisse avoir des chefs de file comme ça à une échelle plus macro. C'est un plus pour les petites collectivités. Voilà, et je passe aux prêts. Donc là, un prêt, c'est les prêts de la Caisse des dépôts qui sont classiques. C'est une ressource livret A qui nous est donnée pour que nous puissions la remettre à distribution sur les territoires. Donc, on bénéficie également de fonds de la BEI. C'est nous qui les distribuons. Le taux de livret A, il est variable. C'est donc ce taux plus 0,6% sur des durées de 20 à 40 ans, ou alors un taux fixe de la BEI qui, alors c'est des taux qui varient régulièrement, mais pour vous donner un ordre d'idée, sur 15 ans, c'est 0,55 ou sur 25 ans, c'est 0,83%, donc c'est des taux très intéressants. Et c'est aussi la nouveauté, comme l'intracting, on peut prendre en charge 100% du besoin d'emprunt. Donc là, c'est différent, c'est vraiment la collectivité qui emprunte pour mettre en place les travaux. Alors, en général, c'est pour des travaux plus lourds, ce qu'on a vu tout à l'heure. C'est quand elle veut mettre en place aussi des extensions, de la rénovation, enfin des choses qui sont beaucoup plus lourdes à financer. Pour les écoles, on a un prêt particulier, mais qui est aux mêmes conditions financières qui est l'EduPrêt. Vous pourrez voir que nous avons en fait comme on dépend du ministère des Finances, nos prêts sont typés et sont sectorisés par typologie de projet. Voilà, j'en ai fini. Je vous remercie pour votre écoute. Merci Karine. Il y a une question. Est-ce que l'intracting peut couvrir un changement d'énergie? Oui, un changement de chaudière, oui, par exemple. Un changement pour des énergies renouvelables, par exemple. Oui. Oui, tout à fait. Eh bien, merci. Il n'y a pas d'autres questions pour le moment. De toute façon, comme pour les autres présentations, vous pourrez retrouver cette présentation en ligne après le webinaire. Et je vous propose qu'on passe au retour d'expérience de la ville de Saint-Brieuc. Bonjour, donc Nadia Druyenec, adjointe en charge des travaux, amélioration du patrimoine et missionnée à l'économie et la production d'énergie. Voilà, donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites, donc ça va m'exonérer de pas mal de points, c'est très bien. Alors, déjà sur le dispositif économie tertiaire, quelque part, nous, on était déjà très enclin, enfin, c'était vraiment dans notre ADN de porter ces économies d'énergie. Alors, je vais parler un petit peu du calendrier où on en est et puis le plan d'action qui a été décliné là sur les années à venir.
Alors déjà, on a un patrimoine assez dégradé. On a 214 sites pour 260 000 mètres carrés de bâtis. 64 bâtiments sont concernés par le décret tertiaire. Donc, c'est assez important pour nous. Donc, c'est des écoles, des bâtiments municipaux, enfin, services municipaux, bâtiments sportifs, ou mis à disposition des assos. Donc, on a recensé les sites. Les services intégreront les données sur Opérat en juillet pour l'année 2020. Et un travail de recensement des consommations là, va se faire et est en cours entre 2010 et 2019 en vue de choisir l'année de référence. Donc, fin 2021, début 2022, on intégrera ces données sur Opérat. Alors, voilà un petit peu sur le calendrier, sur l'obligation, on va dire, logicielle. Concernant la méthode pour répondre à nos obligations, donc on a choisi de travailler en 3 étapes et je suis assez rassurée sur le document du CEREMA, sur la méthode que l'on se donne. Alors nous, dans un premier temps, on travaille à sensibiliser les utilisateurs sur la responsabilité individuelle dans l'utilisation des ressources. Là, on va lancer, en partenariat avec l'ALEC, on va lancer ce qu'on appelle le challenge de l'énergie, mais c'est vraiment pour distiller les bonnes utilisations de fluides tout au long de l'année. Évidemment, c'est un rappel permanent. Donc, on a ciblé des services et des associations qui utilisent nos bâtiments municipaux. Alors, de mémoire, j'avais parlé avec quelqu'un de l'ALEC qui me disait une bonne utilisation des fluides, c'est en moyenne 7% d'économie. Donc, je me dis, voilà, il reste 33% à trouver sur les plans à réaliser entre les travaux et la production. Donc, après la sensibilisation, on va travailler sur l'amélioration du patrimoine et les travaux, évidemment. Alors, sur l'amélioration du patrimoine, on travaille actuellement sur une campagne de relamping, notamment au niveau des écoles, des gymnases, tout ce qui est très énergivore en termes d'électricité. C'est 60% qui peuvent être économisés d'énergie en passage LED. Donc, autrement, sur la rénovation, on va dire, plus globale des bâtiments, c'est évidemment regarder sous le prisme de l'économie d'énergie. Donc, on travaille l'enveloppe, évidemment, thermique des bâtiments. Alors, au-delà d'être une conviction, c'est une obligation, donc ça tombe plutôt bien. Donc, nous, on est vraiment convaincus qu'il vaut mieux faire un peu plus d'investissement, être plus ambitieux dans l'investissement pour faire des économies ensuite sur le fonctionnement. Voilà, et on travaille, une fois qu'on a travaillé la sensibilisation, une fois qu'on a travaillé sur les économies d'énergie par les travaux, on travaille également sur la production d'énergie. Alors, on va travailler sur le tiers investisseur. Je sais bien que ce n'est pas intégré dans le décret tertiaire, mais ça reste relativement intéressant pour prendre sa responsabilité, on va dire, sur la production d'énergie en local. Et autrement, on travaille sur… là, on va avoir un projet qui va sortir de terre au niveau des services municipaux sur une toiture qui passe en photovoltaïque avec de l'autoconsommation collective. Donc, l'autoconsommation collective, elle sera donc consommée sur place et sur les bâtiments municipaux à 2 km maximum. Donc, ça tombe bien, nous, on a beaucoup de bâtiments, donc on peut se permettre d'envoyer vers des bâtiments qui sont… Il y en a forcément un à 2 km. Voilà, donc sensibilisation, économie, le travaux sous l'angle de la performance énergétique et ensuite la production d'énergie. Alors, sur le volet du financement, on a misé sur ligne tracting pour la première fois à Saint-Brieuc. Donc, cette année, on a une ligne tracting de 500 000 € sur les projets de relamping et de chaudière. Alors, c'est des choix qui ne sont pas anodins parce que c'est des choix qui nous permettent d'avoir un retour sur investissement assez rapide. Et donc, effectivement, de rembourser les emprunts liés à ligne tracting et fur et à mesure d'étoffer l'enveloppe nécessaire à la rénovation énergétique qui pourrait nous permettre, si on gère bien, d'avoir des projets beaucoup plus ambitieux à terme.
Et on travaille là, dernier point, on travaille avec les services. On pense à un PPIE, donc à un plan pluriannuel d'investissement énergie. Donc voilà, on souhaite mener ce travail dans les 2 ans pour aller plus vite au vu des enjeux sur le décret tertiaire et sur la transition dans son ensemble. Alors, on ne travaille pas de cette méthode-là uniquement pour les bâtiments concernés par la transition énergétique, enfin par le décret tertiaire, on travaille sur l'ensemble du patrimoine avec ces 3 points, économie, production et sensibilisation. Voilà un petit peu. Merci. Merci beaucoup. Du coup, vous avez 2 questions pour le moment. La première est de savoir si vous connaissez le coût énergétique de fabrication d'une LED et de sa fin de vie par rapport à une ampoule classique. J'avoue que je ne vais pas avoir la réponse. Je ne sais pas si vous êtes en train de répondre. En tout cas, vous n'avez pas rallumé votre micro. Alors, moi, je n'ai aucune idée du coût énergétique de fabrication d'une LED. Ok, bon, merci. Et ensuite, je ne sais pas si c'est une question ou une affirmation. On nous dit on nous demande si l'agglo de Saint-Brieuc propose le plan chaleur pour les énergies renouvelables et thermiques. La ville de Saint-Brieuc retournera vers l'agglo pour travailler ce plan chaleur. Pardon, c'était une affirmation. Très bien, et bien, merci beaucoup en tout cas pour votre intervention. Donc on a un peu d'avance, mais on peut passer à l'étape d'après qui est de se séparer en sous-groupes en fonction du nombre du territoire où vous êtes. Je vais partager mon écran. Voilà. Donc on a le SDE qui nous a fourni cette carte. Vous avez dû voir s'afficher à l'écran ou s'afficher dans votre barre d'outils en bas la possibilité de rejoindre des salles de discussion. Donc, il y a plusieurs salles de discussion qui ont été créées en fonction de votre EPCI d'appartenance, enfin de votre territoire d'appartenance. Du coup, il s'agit de cliquer sur cette option salle de discussion et puis vous regardez la salle qui correspond à votre territoire et vous allez sur le petit chiffre en coloré pour cliquer sur rejoindre. Du coup, la carte que je suis en train de projeter, c'est pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très sûrs de si votre commune adhère au dispositif CEP ou pas et de si vous êtes plutôt couvert par un CEP ou un économe de flux. Donc voilà, je vais rester quelques minutes puisque je fais le partage d'écran et vous pouvez dès maintenant aller rejoindre vos salles